Il est temps de décrypter l'actualité économique vue dès la rédaction d'Ecofin Télévision. Bienvenue à toutes et à tous dans l'essentiel de l'économie sur votre chaîne. Des millions d'euros justement pour un slogan sur un maillot d'entraînement, c'est une question et c'est justement le prix que la République démocratique du Congo a choisi de payer pour son partenariat avec le prestigieux club espagnol, le FC Barcelone, de la formation des jeunes talents à la promotion de la culture congolaise. Les promesses sont en tout cas non négligeables et grandes, mais les jeux en vaut-ils vraiment la chandelle? Nous nous poserons cette question dans cette émission, alors que l'Est du pays est en crise et que le peuple peine en tout cas à joindre les deux bouts. Cet accord est-il un coup de génie diplomatique de la part des autorités congolaises ou tout simplement un luxe que la RDC ne peut pas se permettre en l'état actuel du pays? Nous allons nous poser ces questions dans cette émission. Et puis, c'est une lueur d'espoir pour les petits commerçants transfrontaliers entre la RDC et l'Ouganda. Les deux pays s'apprêtent donc à révolutionner le commerce avec le lancement du régime commercial simplifié. Le RECOS, en sigle, finit donc les tracasseries, les longues files d'attente et la bureaucratie. Ce dispositif soutenu notamment par Trademark Africa permettra et promet justement de transformer les postes frontaliers de Kassindi tout d'abord et de Mahagi en véritable moteur de développement. Mais ce changement est-il vraiment une solution miracle? Mais surtout, cette question en toile de fond, l'Ouganda est-il vraiment un partenaire commercial fiable pour la RDC? Nous nous posons cette question dans cette émission. Et puis, c'est l'actualité de ce dernier jour en RDC. Le gouvernement de la République, la RDC, qui est donc en attente d'un tout nouveau gouvernement, un gouvernement dit d'ouverture et resserré. Quel bilan pour le gouvernement sortant, le gouvernement dit Sominois 1, et quelle perspective pour la prochaine équipe gouvernementale? Voilà donc des questions que nous allons nous poser dans cette émission. Et c'est donc ce qu'on va aborder aujourd'hui. Une fois de plus, bienvenue dans votre magazine, l'essentiel de l'économie. Et pour décrypter tous ces sujets, comme d'habitude, très heureux de recevoir sur ces plateaux Tony-Antoine Dibendila. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Patrick Mouba. Merci beaucoup d'être là avec nous une fois de plus aujourd'hui. Igor Bouaka, bienvenue. Bonjour, merci Patrick. Merci à vous également d'être là. On va commencer tout de suite par justement ce contrat entre la République démocratique du Congo et le FC Barcelone. Un contrat d'un total de 40 millions d'euros, près de 41 millions de dollars américains répartis sur 4 ans et dont la République démocratique du Congo va bénéficier de son slogan RDC, cœur de l'Afrique, sur le maillot d'entraînement du FC Barcelone. On voit l'ensemble du contour de ce contrat de partenariat dans cet élément et on se retrouve après pour en décrypter. La République démocratique du Congo a signé un partenariat stratégique de 4 ans avec les géants catalans du football, les FC Barcelone. Un accord censé propulser l'image du pays sur la scène internationale et stimuler le développement sportif local. Mais alors que l'investissement de 43 millions d'euros est présenté comme un coup de maître de soft power, la comparaison avec les contrats de sponsoring principal du club, celui de Spotify, soulève des questions sur la véritable portée de l'accord. L'accord entre les gouvernements congolais et les... Rebonjour Tony-Antoine Dibendila. Bonjour Patrick. On a vu qu'au cours de ces dernières semaines, des voix se sont levées en RDC pour notamment pointer du doigt ces partenariats, parce qu'il n'y a pas que le FC Barcelone, il y a auparavant Monaco, mais aussi l'AC Milan, mais d'abord celui du FC Barcelone, un slogan qui sera floqué seulement sur le dos des équipes d'entraînement, un investissement de 40 millions d'euros. Est-ce qu'il est justifié cet investissement au vu des réalités actuelles du pays? Je voudrais commencer par
saluer cet accord, ces partenariats entre la République démocratique du Congo et l'IFC Barcelone, mais aussi il y a eu précédemment un autre accord avec l'AS Monaco, les clubs français. Mais je voudrais maintenant insister sur ce nouveau partenariat officiellement annoncé par les clubs espagnols, des grandes envergures, envergure internationale. Aujourd'hui, les problèmes ne se trouvent pas au niveau de l'accord. Les problèmes se trouvent au niveau du caractère biaisé de la présentation de cet accord. Plus des j'aime et plus d'abonnés. C'est ça juste simplement. Tout à fait. Igor Biwaka, on parle quand même d'un slogan RDC Cœur de l'Afrique sur le maillot d'entraînement. Est-ce que le simple fait de mettre le slogan RDC Cœur de l'Afrique, même pas sur le maillot du match, mais sur les maillots d'entraînement, cela suffit-il à améliorer, on va dire, l'image internationale de la RDC, mais aussi, parce que ça fait partie des objectifs, mais aussi, est-ce que les 40 millions en vaut-ils vraiment la peine quand on voit les partenariats que la RDC a noués avec d'autres clubs, avec des sommes beaucoup plus raisonnables? Vous savez, Patrick, c'est justement comme on l'a évoqué tantôt ici, c'est le flou qu'il y avait autour, n'est-ce pas, de la communication, encore de l'élucidation de ces clauses qui devaient être signées entre la République démocratique du Congo et ces clubs européens de football, des grands renommés. On parle quand même du FC Barcelone. Ce n'est pas n'importe quel club. Même on scrute de près tout ce qui se passe même dans les entraînements. On le voit. Ce n'est pas un club, je ne sais de quel pays, qui n'a pas aussi des visibilités comme le Barça. Même en entraînement, vous savez, il y a des gens qui relayent tout ce qui se passe sur l'entraînement. Et donc, c'est donc possible de vendre sur le plan, je dirais, des visibilités, l'image de la République démocratique du Congo, même si ce simple slogan sera floqué sur tous les maillots d'entraînement de toutes les équipes de ces partenariats. On pourrait peut-être faire revivre, en fait, ou encore faire éclore, n'est-ce pas, un Messi congolais. Et c'est donc possible, puisque, comme je l'ai dit ici, que l'environnement sportif congolais est dans un déphasage total, ce qui ne permet pas, en fait, au pays de pouvoir éclore. À l'époque, quand même, les gens ici, il y a même le joueur, n'est-ce pas, de Ghana, le joueur de la Côte d'Ivoire qui venaient, qui enviaient les clubs congolais, qui enviaient les clubs comme Mazembe, et qui venaient même jouer ici. Parce que déjà, vous allez vous en souvenir qu'à l'époque, également, on n'avait pas de partenariat avec ces différents clubs, mais ça allait quand même. C'est vrai qu'on n'avait pas de partenariat, mais ça flopait. En fait, ça allait bien quand même, ça allait bien. Mais, et puis, il y a eu un temps de crise. Pendant un temps de crise, on a toujours dit qu'il faudrait chercher des mécanismes probants pour relever. Et là, je dirais, l'un des mécanismes probants, évidemment, pour relever les niveaux sportifs de la République démocratique du Congo, c'est à travers également des partenariats. C'est là faire en sorte que, n'est-ce pas, nous puissions bénéficier d'une expertise externe. Laquelle expertise, n'est-ce pas, n'est pas seulement suffisante. Ça, c'est une évidence, comme tu l'as dit, Patrick Lumbala. Il faudrait également aussi réorganiser les choses. Il faut déjà donner une bonne impression, n'est-ce pas, à l'extérieur, qui fait en sorte que l'extérieur puisse également s'intéresser à vous. Aujourd'hui, on part chercher le partenariat. On part chercher, au fait, des clauses contractuelles avec les Barça. Mais pourquoi pas faire en sorte que d'autres clubs également s'intéressent, d'eux-mêmes s'intéressent à nous. Et pour cela, la somme qu'on a pu débloquer, 40 millions d'euros, avoisinant 42 ou 43 millions de dollars américains, c'est énorme. Avec cette somme-là, on peut également créer, n'est-ce pas, des infrastructures sportives de qualité, de haut niveau, et également bénéficier, appeler au fait de l'expertise externe, parce que dans cet accord-là également, on va aussi, n'est-ce pas, bénéficier de la formation de nos entraîneurs, de nos coachs. Cela est mentionné. Voyez-vous, cela est mentionné. Donc, à travers les infrastructures sportives, on peut également faire appel, n'est-ce pas, à cette expertise-là, qu'elle vienne ici sur le sol congolais, et que vous verrez que l'industrie sportive congolais, en fait, va être également bénéfique, n'est-ce pas, à l'économie de notre pays. Tout à fait. Tony Antoine Dibendela, notre environnement sportif a connu quand même des soucis, ça il faut le reconnaître. Mais est-ce que le remède était la recherche de ces différents partenariats quand on sait qu'il y a quelques années, ça a marché? La RDC sur le toit de l'Afrique, on se rappellera 2010, le CHAN, les équipes congolaises qui remportent la Ligue des champions africaine. Est-ce que c'est vraiment ça la solution au problème structurel du sport congolais? Non, je crois qu'aujourd'hui, il faudra vraiment faire la part des choses. Les clubs de football congolais bénéficient évidemment du soutien du gouvernement. Mais il faudrait également insister sur le fait que ce sont des faits privés. Mais l'État aide quand même. On a suivi il n'y a pas longtemps ces jeux de passe-passe entre
les tout-puissants Mazembe, les ministères des... Mais il faut aussi, il faut quand même rappeler que c'est réglementaire. Tout à fait. Lorsque les équipes congolaises sont engagées en compétition internationale, l'État a l'obligation. Je n'en disconviens parce qu'il ce qui n'était pas fait, par exemple, pour une équipe comme Mazembe, par exemple. Il porte les drapeaux tout à fait. de la RDC. Et il bénéficie des moyens. Il y a eu, bien entendu, des problèmes autour. Le ministère du Sport a insisté à avoir payé ces fonds-là à Mazembe. Mais moi, je voudrais aller beaucoup plus loin. On ne peut pas se focaliser qu'à l'interne. C'est-à-dire que les priorités en termes de sport, c'est aussi les ministères d'y décider, d'en décider. Parce que si on regarde en quelque sorte cet investissement-là, qui est à la fois bénéfique pour les infrastructures sportives, parce qu'il y aura des infrastructures sportives ici, des cliniques sportives, ainsi de suite, il y aura des jeunes qui vont bénéficier des formations, des entraîneurs, de l'expertise technique. Il y aura un rayonnement international du sport congolais. Il y aura des espaces culturels. C'est-à-dire que c'est multidimensionnel, ces partenariats-là. Je crois qu'au retour, à moyen terme, et même les sports internes vont bénéficier. Quand nous aurons même des entraîneurs qui vont bénéficier la formation d'IFC Barcelone en termes de méthodologie du jeu, on connaît le retombé. Et si on part plus loin, on voit les jeunes footballeurs congolais qui seront formés, qui peuvent bénéficier et également qui peuvent aller à l'étranger. Vous voyez, donc je ne répète pas. C'est-à-dire que pour dire ici, pour simplement dire ici que ces partenariats-là, cet accord-là a sa raison d'être, mais après il faudra regarder également à l'interne, au niveau interne, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. Tout à fait. Nous avons besoin, et ça c'est très important quand même. Tout à fait, nous avons besoin d'infrastructures sportives de qualité. On voit que le stade des Martyrs, par exemple, est très mal géré. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des agents qui revendiquaient les non-paiements des primes. Il y avait un problème avec le sponsoring. Tout ça, il faudra vraiment organiser en profondeur et je ne crois pas que l'un peut aller sans l'autre. Il faudra donc au ministère aussi de se rattraper en ce sens-là. Nous voulons une visibilité internationale, nous voulons de l'expertise étrangère, des qualités comme dit FC Barcelone, mais aussi il faudra regarder à l'interne qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les actions. Très bien. Alors, Igor Bioaka, on va terminer aussi avec vous sur ces sujets, mais j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble. Actuellement, le sponsor principal du FC Barcelone, c'est Spotify. Évidemment. Et Spotify a un contrat de 280 millions d'euros, répartis également sur 4 ans, avec tous les avantages qu'on voit, le logo notamment dans le nouveau Camp Nou et consorts. Mais on a vu des informations circuler ces derniers temps pour dire que la RDC est allée payer 40 millions d'euros pour un partenariat, 40 millions d'euros justement pour un partenariat, plus que le sponsor principal du club. Vous avez évoqué au début des problèmes de communication. C'est de là que réside également le problème de fake news qui circulent comme ça. Oui, vous l'avez dit, Patrick Lumbala, donc il faudrait élever l'équivoque autour de ces sujets. Le terme, n'est-ce pas, de cet accord n'a pas été préalablement défini. C'est pour cette raison que même le ministère lui-même avait du mal à communiquer les tenants aboutissants de cet accord. Donc le ministère est resté silencieux jusqu'à ce que le Barça lui-même a pu officialiser au fait les dits accords. C'est pour cette raison qu'il y a eu au fait de bruit. Il y a eu beaucoup de spéculations. Il y a eu un sérieux problème de communication. Il y a eu un sérieux problème de communication. Justement, après l'accord, on s'est rendu compte que voilà, l'accord était, je dirais, autant que faire se peut, équilibré. Voyez-vous, pourquoi équilibré? Parce que d'un côté, il faudrait rappeler ici quand même que le slogan sera également affiché dans le match officiel du FC Barcelone, où il y aura un espace numérique de 2 minutes d'affichage RDC Cœur de l'Afrique. Et c'est là, vous savez, le Barça, combien de personnes suivent les matchs de Barça à travers le monde. N'est-ce pas? En termes, n'est-ce pas, de la promotion, encore de la vente des images. Là, celui-là ne va pas jouer la Ligue des Champions, mais quand même, c'est une équipe de grand renom, n'est-ce pas, sur la scène sportive italienne, mais également européenne, même s'il ne va pas jouer la Ligue des Champions, mais quand même, il peut être balancé dans la Ligue Europa. Parce que le chauffeur ne veut pas conduire. Voilà, Patrick, c'est inquiétant. Ouais. C'est inquiétant, pourquoi? Parce que même l'équipe nationale, si vous regardez bien également, à l'époque, quand même, il y avait les joueurs locaux. Mais ici, aujourd'hui, lorsqu'on convoque l'équipe A, je parle de l'équipe A quand même, l'équipe senior, quand on convoque l'équipe A, est-ce que vous voyez encore des joueurs locaux dedans? Pourquoi? Parce que les championnats nationaux est quasiment mort. Tout à fait. Voyez-vous, donc il faudrait qu'on puisse arranger
sur cet aspect de choses-là. Effectivement, on va donc changer des chapitres pour évoquer cette fois cet accord commercial entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, le pays des Yoweri Museveni, les deux pays donc, qui s'apprêtent à lancer officiellement le régime commercial simplifié, le RECOS en sigle, au poste frontalier de Kasindi dans les territoires de Beni au nord Kivu et de Mahagi dans la province d'Eluturi. Nous allons nous poser justement cette question, les attentes. Quelles sont donc les attentes des commerçants sur les plans local, et l'État congolais est-il prêt justement à relever le défi de la dématérialisation et de la modernisation? Mais surtout cette question, l'Ouganda est-il un partenaire commercial fiable pour la République démocratique du Congo? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cet élément et on se retrouve après pour en parler. Un nouveau chapitre s'ouvre pour les commerces transfrontaliers en Afrique centrale. La République démocratique du Congo et l'Ouganda s'apprêtent à lancer les régimes commerciaux simplifiés, RECOS, une initiative majeure du COMESA et de la ZLECAf aux postes frontières des Kasindi et Mahagi. Ces dispositifs visent à dynamiser les commerces pour les petits marchands et les populations locales. Mais au-delà des bénéfices économiques attendus, cette collaboration soulève une question de fond. L'Ouganda est-il un partenaire fiable pour la RDC? La mise en œuvre de ces projets est soutenue par Trademark Africa. L'organisation s'engage à financer des infrastructures clés comme la construction des postes à arrêt unique et d'un marché moderne à Kasindi. Elle appuie également la modernisation des procédures avec la dématérialisation du guichet unique intégral du commerce extérieur et la relance du Comité national de facilitation des échanges. Ces investissements sont cruciaux et préparent le terrain pour une intégration commerciale plus fluide et transparente. Le succès de cette approche a déjà été démontré. Le RECOS a été lancé en octobre dernier entre la RDC et les Burundi à Kavivira Gatumba, où il a permis de faciliter les échanges et de renforcer la coopération. Malgré la promesse de prospérité économique, le partenariat avec l'Ouganda s'inscrit dans un contexte historique de tension. Les questions de sécurité, les incursions passées en territoire congolais et la présence de groupes armés dans la région de Beni ont souvent entravé une pleine confiance entre les deux nations. Le lancement du RECOS est-il plus qu'un simple accord commercial? Ne représente-t-il pas également un test, une tentative de construire une confiance durable sur le terrain économique qui pourrait aider à apaiser les tensions politiques et sécuritaires? La fiabilité de l'Ouganda en tant que partenaire sera jugée non seulement par l'efficacité du dispositif commercial, mais aussi par le respect de la souveraineté et la contribution à la stabilité régionale. La mise en service du poste à arrêt unique de Mahagi, déjà achevé, est un premier pas concret. Cette initiative, si elle est gérée avec transparence et dans le respect mutuel, pourrait non seulement stimuler les commerces locaux, mais aussi forger une relation de confiance et de coopération mutuelle durable, faisant de la RDC un acteur central du commerce en Afrique centrale et orientale. Et voilà donc Tony Antoine Dibendila, un accord commercial, le lancement on va dire officiel du régime commercial simplifié entre l'Ouganda et la RDC. On va aller tout droit au but. Est-ce que l'Ouganda c'est un partenaire commercial fiable pour la RDC? Bon, en fait, on est là devant un fait. Le fait est que nous devons augmenter les commerces RDC ou Ouganda, c'est-à-dire le commerce transfrontalier, parce qu'on s'est rendu compte déjà depuis un certain temps, il y avait réchauffement en termes de relations diplomatiques, mais aussi en termes de partenariat, même sécuritaire. Et on sent qu'il y a quand même eu des efforts, surtout avec les opérations dans l'Ituri et dans une partie du Nord Kivu, RDC, UPDF. Des opérations qui continuent à poser un problème. FRDC, UPDF. On voit qu'il y a des actions sur le terrain, bien qu'il y a parfois des propos isolés et pas très diplomatiques des chefs d'état-major, les fils du président Museveni. Et donc, mais en gros, en général, on voit qu'il y a un partenariat qui avance. Parce que je voudrais déjà rappeler, ni t'étais la guerre
aujourd'hui imposée par les Rwandais et les M23 FC son proxy, on aura déjà un partenariat très avancé parce qu'en 2021, en juin 2021, il y a eu déjà le lancement des travaux de la concession de la route transfrontalière Pondwe et Kasindi qui devait à terme amener même vers Beni, Butembo, mais aussi vers Goma. C'est-à-dire que c'était un vaste projet qui avait déjà commencé et qui a connu un coup de frein lorsque les M23 a lancé ces hostilités en novembre 2021. La même année, il faudra comprendre que d'autre part, les Rwandais aussi trouvent que l'Ouganda, c'est quand même une sorte, voudrait en fait tirer les draps vers son côté parce qu'ici il y a une route comme ça qui part de Goma vers Pondwe et puis entre dans le réseau routier ougandais. Et les Rwandais, en quelque sorte, selon les experts, craignaient aussi que le Congo se détourne de plus en plus du Rwanda. Et donc, je crois qu'aujourd'hui... Créer un réseau commercial important avec l'Ouganda. Je crois qu'aujourd'hui, même la proximité géographique nous oblige à avoir des bonnes relations avec nos voisins. Nous avons voulu d'ailleurs l'avoir. C'était une approche développée par le chef de l'État Félix Tshisekedi dès son arrivée au pouvoir. On voyait qu'il était vraiment ouvert et même avec le Rwanda, il était prêt à développer des projets avec les Rwandais. N'ait été les hostilités, je l'ai dit ici, lancées par les M23 avec les soutiens crédibles et même l'envahissement aujourd'hui prouvé par les rapports des Nations Unies de l'armée rwandaise. Et donc je crois qu'on peut, ce n'est même pas une question de confiance aveugle, mais c'est une question de partenariat économique qui peut faire gagner les deux côtés, parce qu'on sait déjà que ces dernières années, les importations ougandaises en RDC ont atteint plus de 500 millions de dollars. L'objectif avec la route transfrontalière Kasindi-Pondwe, c'était d'atteindre plus d'1 milliard l'année. Et donc, je crois que cette proximité-là, on doit l'exploiter. On doit vraiment créer des conditions d'intégration régionale qui peuvent permettre à ce qu'on se fixe un cap vers un développement commun, au lieu de se créer des murs avec des guerres inutiles qui font perdre la vie et des discussions diplomatiques qui nous font perdre du temps inutilement. Tout à fait. Aujourd'hui, je crois qu'il faut continuer dans le sens de développer des cadres d'intégration régionale pour nos pays et les développements que nous recherchons tant. Effectivement, Igor Bioka, on parle du régime commercial simplifié, le RECOS. De quoi s'agit-il exactement? Et évidemment, Patrick Lumbala, en fait, le régime commercial simplifié, comme vous l'avez dit, le RECOS ici, c'est, si on peut le dire de manière beaucoup plus brève et holistique, c'est en fait un régime fiscal et comptable, n'est-ce pas, qui a pour mission évidemment de soutenir les petites entreprises, mais également les auto-entrepreneurs. Vous savez bien, dans le flanc, n'est-ce pas, frontalier entre, je prends particulièrement la République démocratique du Congo et l'Ouganda, il s'exerce au fait de commerce, commerce qui par moments se trouve dans des situations difficiles. Pourquoi? Parce que l'État, les deux États n'arrivent pas à contrôler, n'est-ce pas, avec beaucoup plus d'efficacité tout ce qui se passe là-dedans. Mais on sait aussi qu'en termes de trafic dans cette partie du pays, il y a beaucoup de trafics, on va dire, illégaux. Surtout d'or. Voilà, des trafics illégaux, des trafics illicites, mais également par moment, il y a des agents qui, n'est-ce pas, viennent se présenter comme étant des agents de l'État, qui imposent des restrictions à ces petits commerçants qui n'ont que pour activité commerciale dans la partie orientale du pays. Les commerces, évidemment, voyez-vous. Alors, lorsque vous imposez des restrictions à cette catégorie de personnes, comment voulez-vous que ces catégories de personnes puissent émerger? Or, les activités que ces personnes-là exercent, n'est-ce pas? Et une fois que ces activités-là sont encadrées, vous verrez que les parts, n'est-ce pas, également vont profiter à l'État. Une fois qu'il y a une forme de dynamisme, une forme de dynamique, n'est-ce pas, dans les échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, les échanges sont beaucoup plus faciles et que le produit, n'est-ce pas, ougandais entre facilement sur le sol congolais et inverse, également le produit congolais entre facilement sur le sol ougandais. Vous verrez que sur cette partie du pays-là, on ne va pas constater de surchauffe. Parce que l'avantage, c'est quoi l'avantage?
davantage des échanges commerciaux. C'est évidemment de faciliter, au fait, la fluidité, au fait, de l'activité commerciale. Voyez-vous? Alors, avec ces régimes, moi, je trouve qu'avec ces régimes, ça va au-delà même de la question de la fiabilité. Il faut regarder les retombées, n'est-ce pas, de la mise en application de ces régimes commerciaux simplifiés. Donc, c'est, au fait, un mécanisme que je trouve beaucoup plus adapté à la situation dans cette partie du pays, qui est gangrénée, comme vous l'avez dit, par moments, par des commerces illicites, par des trafics illégaux. Tout à fait. Et il y a plusieurs soupçons venant de notre côté, la République démocratique du Congo, qui soutiennent que l'État ougandais encouragerait également cet état des fêtes dans cette partie du pays. On se rappellera d'ailleurs que à l'entrée du M23 en 2021, Tony-Antoine Dibéta l'a dit, c'était par Bunagana. Et on connaît bien le rôle que l'Ouganda avait joué à cette époque. D'où même la question en fait, d'installer, n'est-ce pas, des mécanismes beaucoup plus cohérents dans cette partie du pays-là pour éviter évidemment toutes ces manigances-là. Parce que imaginez s'il y a une administration qui fonctionne normalement, il y a une administration qui suit de près tout ce qui entre et tout ce qui sort. Pensez-vous qu'il y aura encore ces pareils je dirais, trafics illégaux et illicites? Non, je ne le crois pas. Donc, c'est même l'importance, n'est-ce pas, de ces régimes commerciaux simplifiés. Et même par ces régimes, il faudra rappeler, c'est l'objectif également pour la démocratie du Congo, c'est de faire quoi? C'est de soutenir, n'est-ce pas, ces petits commerçants qui exercent dans l'informel. D'ailleurs, pour rappel, vous avez vu que lors de la visite, je crois, de la mission, je dirais, économique du VPM, de l'économie nationale à Luanda, évidemment, c'est évidemment le plaidoyer qu'il a apporté là-bas. Donc, il a fait ces plaidoyers-là. D'ailleurs, il s'est entretenu avec une société chinoise, n'est-ce pas, qui est sur place en Angola, là, dont la mission, évidemment, c'est de faire quoi? C'est de formaliser, c'est d'aider les petits commerçants à être formalisés, ces petits entrepreneurs à être formalisés. Donc, l'objectif à travers ces régimes, c'est évidemment de formaliser ces petits commerçants-là, question de permettre également à l'État de gagner quelque chose, et question également de faire en sorte que toutes les contraintes administratives qui étaient illégalement imposées à ces auto-entrepreneurs ne soient plus en tout cas à l'État, et que la croissance économique dans cette partie-là puisse vraiment être bénéfique, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais également pour l'Ouganda, avec qui nous voulons nous accorder sur ces régimes commerciaux simplifiés. Et avec qui nous voulons des bonnes relations. Tony-Antoine Dibéndila, on parle justement de l'Ouganda, et on précise même que Trade Mark Afrique, qui développe justement ce projet, a déjà finalisé la construction du poste à arrêt unique à Mahagi, dans l'Ituri. Est-ce que la question est de savoir justement, est-ce que l'État congolais est prêt à relever les défis? Parce qu'on parle notamment de la dématérialisation et d'une certaine célérité dans la façon de faire. Est-ce que l'État congolais est prêt? Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi le ministre du Commerce extérieur qui d'ailleurs évoquait la question des RECOS et a loué les bienfaits de cette simplification pour les entrepreneurs congolais, en faveur des entrepreneurs congolais. Et je crois que nous sommes prêts. Prêts parce qu'il y a des produits made in Congo. Nous avons suivi il n'y a pas longtemps l'exposition au Japon. Nous avons suivi plusieurs autres expositions, l'exposition de la RDC. On s'est rendu compte qu'il y avait bel et bien des produits qui étaient des produits made in DRC qui étaient exportés, mais aussi apprécié à l'étranger. On sait aujourd'hui, par exemple, que la Chine a supprimé quasiment des douanes, des droits de douane pour certains pays africains, y compris la République démocratique du Congo. Et donc, le plus important est que nous avons déjà des biens à produire, à exporter, mais aussi c'est à nous de multiplier les efforts et d'améliorer la qualité de nos productions pour que cela soit bien réussi, en tout cas dans le marché étranger, parce qu'on risque de voir, parce qu'il y est, on le sait, il y a des produits ici qui ne répondent pas à certaines normes. Parfois d'ailleurs on taquine OCC parce qu'on se dit que cet office congolais de contrôle, cet office public ne joue pas pleinement son rôle pour aussi la qualité des normes de nos biens produits ici. Mais on estime qu'avec certains produits présentés d'ailleurs par le ministère du Commerce extérieur et certains entrepreneurs congolais qui prennent d'ailleurs les risques dans les exporter et qui veulent mettre leur production à un certain niveau. Et donc, on croit qu'aujourd'hui, les entrepreneurs congolais sont prêts. Et l'État congolais, mais c'est également, comme je l'ai dit, à l'État congolais de voir comment accompagner ces entrepreneurs et comment créer un cadre
assez propice pour que le producteur congolais puisse sentir cet accompagnement-là et investir davantage. Parce qu'on sait que, nous-mêmes au Congo, c'est un très grand marché. On sait qu'il y aura, lorsqu'il y a des simplifications comme ça, telles qu'est prévu par ECOS, il y aura également inondation de notre marché par les productions ougandaises. Et donc, on estime aujourd'hui que si les productions ougandaises viendront vers nous, et puis il y a un élément assez important, la province du Nord Kivu qui est assez frontalier avec l'Ouganda, c'est une province qui a les entrepreneurs de cette partie du pays sont assez dynamiques. C'est d'ailleurs ce qui choque davantage avec l'occupation de la ville de Goma, par exemple. On sait que cette partie-là du pays a vraiment des entrepreneurs assez actifs. L'occupation de Goma, qui est quasiment un centre qui permet à ce que les biens soient exportés, et porte un véritable coût à nos entrepreneurs. Mais nous estimons aujourd'hui que cette simplification-là va permettre davantage, parce que les choses étant simplifiées, ça va doper davantage pour que les entrepreneurs congolais partent de l'autre côté et bénéficient des bienfaits du marché ougandais. Tout à fait. Alors, Igor Buaka, on va terminer avec vous sur ce sujet. Est-ce qu'on peut, à l'heure actuelle, avec la prochaine mise en place du RECOS, dire avec certitude, fini les tracasseries, les longues attentes, mais aussi la bureaucratie très, très observée dans nos différents postes frontaliers, mais dans ces cas de figure, pour ce qui est de Kasindi et Mahigi? Oui, déjà même c'est la mission, je dirais, le rôle même, n'est-ce pas, assigné à ces régimes commerciaux simplifiés. Donc ces régimes a pour mission évidemment de réduire le charge fiscal, comme vous l'avez tantôt évoqué ici, de faire en sorte que, n'est-ce pas, les procédures sinueuses qu'on a imposées à ces petits entrepreneurs qui n'ont pas autant de moyens pour remplir toutes les conditions administratives requises, de continuer, n'est-ce pas, à exercer illégalement leurs activités commerciales, de se conformer à la norme. Tout à fait. Voyez-vous? Donc, moi, je trouve qu'à travers ces régimes, je pense bien que ça va vraiment beaucoup aider les deux pays à pouvoir réparer ces mal qui rongeaient, n'est-ce pas, leurs frontières, puisqu'ici, il s'agit, en fait, de voir comment le dynamisme en termes de commerce, n'est-ce pas, se passe dans les extrémités de ces deux pays. Et vous savez, les pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui partage, n'est-ce pas, des relations, je dirais, bilatérales avec beaucoup de pays. C'est un pays qui partage, n'est-ce pas, ses extrémités avec au moins 9 pays voisins. Exactement. Et donc là, en fait, s'impose l'urgence, n'est-ce pas, de la politique des bons voisinages. Et même dans le cadre, n'est-ce pas, de la mise en place de cette politique des bons voisinages, on a trouvé un mécanisme beaucoup plus adéquat, beaucoup plus adapté pour, n'est-ce pas, réglementer ce secteur du commerce transfrontalier, et d'où même l'impératif de la mise en place de ces régimes commerciaux simplifiés. Et donc, ce sera beaucoup plus bénéfique pour la République du Congo. Merci donc pour cet éclaircissement, tout en ajoutant que Trademark Afrique, qui va donc accompagner cette initiative sur les plans techniques et financiers, s'engage donc à construire un poste frontalier à un arrêt unique et un marché moderne à Kasindi, Loubiria, mais aussi soutenir la dématérialisation du guichet unique intégral du commerce extérieur, mais également la modernisation du portail d'information commerciale de la RDC, et enfin relancer le comité national de facilitation des échanges. Voilà donc ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la mise en place du RECOS entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. On referme donc ce chapitre pour ouvrir le chapitre concernant le gouvernement de la République. Depuis quelques jours maintenant, la République démocratique du Congo est tenue en haleine, en attente d'une nouvelle équipe gouvernementale. Cette équipe gouvernementale qui devra donc faire partie du gouvernement d'ouverture, mais aussi de resserrement, tels que les termes circulent justement dans les milieux officiels. Quel bilan en ce moment faire de l'équipe gouvernementale sortante, du moins du gouvernement souminois 1, et quelle perspective pour souminois 2? Eh bien, c'est ce que nous allons voir et on se retrouve après pour en parler. Le paysage politique de la République démocratique du Congo s'apprête à vivre un tournant décisif
Après plus d'un an aux commandes, les gouvernements de la première ministre Judith Suminwa, qui devrait être reconduite à son poste, se dirigent vers un remaniement en profondeur. Selon de sources concordantes et très proches de la présidence, la composition de la future équipe ministérielle est en cours de finalisation. L'objectif est clair, former un gouvernement resserré, plus agile et ouvert à des personnalités de l'opposition dans une quête d'efficacité et d'unité. Cette décision intervient après une année d'exercice du gouvernement chuminois qui a navigué entre des acquis notables et des défis persistants. Sur le plan économique, le pays a bénéficié d'une croissance tirée vers l'exploitation minière. Des efforts ont été menés pour contenir l'inflation et stabiliser la monnaie. Cependant, la population reste confrontée à un coût de la vie élevé et à une précarité qui érode les pouvoirs d'achat, soulevant de questions sur la redistribution de richesses. La situation sécuritaire à l'Est demeure les talons d'Achille du gouvernement. Malgré le multiples offensives militaires, la présence de groupes armés, notamment le M23 soutenu par le Rwanda et la situation humanitaire qu'elle engendre, continue de mener le moral de la nation. Le projet de remaniement n'est pas qu'une simple manœuvre politique. Il est le fruit d'une stratégie visant à injecter une nouvelle dynamique pour la deuxième partie du mandat présidentiel. Le choix d'une équipe resserrée traduit une volonté de rompre avec la lourdeur administrative. Un gouvernement plus petit avec moins de ministres est perçu comme un moyen de simplifier le processus des décisions, d'améliorer la coordination interministérielle et de réduire les dépenses de fonctionnement de l'État. L'ouverture aux personnalités de l'opposition est sans doute l'élément le plus audacieux. Cette démarche, si elle se concrétise, marquerait une rupture avec le passé en privilégiant les consensus sur la division. L'objectif est pour le président de la République est de s'entourer de meilleures compétences au-delà des affiliations politiques pour construire un front uni face aux défis colossaux qui attendent les pays. C'est une main tendue qui pourrait apaiser les tensions politiques. La décision de remanier le gouvernement est confirmée par l'agenda politique de la présidence. Les week-ends, le président Félix Tshisekedi a rencontré les membres de l'Union sacrée, sa famille politique, pour leur annoncer le changement à venir. En appelant sa base au soutien du futur gouvernement, il a non seulement préparé les esprits, mais aussi tracé la ligne directrice, leur est à l'unité et à l'efficacité. La décision est prise et que les prochains jours seront décisifs pour la finalisation de la composition de cette nouvelle équipe. En attendant, les spéculations vont bon train sur le nom qui pourrait intégrer cette nouvelle équipe, alliant technocrates et figures politiques, membres de la majorité de l'opposition. Le nouveau gouvernement aura la lourde tâche de traduire ses ambitions en résultats concrets, mais que cette nouvelle ère des gouvernances réponde enfin aux espoirs d'un peuple en quête de paix, de stabilité et de prospérité. Alors Tony Antoine Dibendila, on vient de le voir, le gouvernement Seminois 1 qui était en fonction, on les rappelle, il y a une année pratiquement. Est-ce qu'il a quel bilan peut-on en faire pour l'instant de ce gouvernement? Oui, mais je crois que le gouvernement souminois a posé certains actes positifs qui ont permis à ce que les Congos obtiennent quand même l'équilibre actuel aujourd'hui. Parce que, par exemple, je vais rapidement commencer par l'aspect sécuritaire. Nous avons vu comment est-ce que l'offensive éclair du M23 FC avançait. Et on se disait déjà, ce sera chaotique. Dans quelques mois, ils seront ici à Kinshasa. Parce qu'avant d'atterrir, je voudrais rappeler une chose. On a tendance à jeter des fleurs à certains ministres en oubliant qu'il y a un coach derrière, quelqu'un quand même qui donne des orientations, qui est la chef du gouvernement, Judith Suminwa. Mais lorsque ça barde, on revient parfois vers le Premier ministre. Mais aujourd'hui, moi, je l'ai dit aujourd'hui, parce que par exemple, pour des questions diplomatiques, j'ai évoqué c'est la question sécuritaire, on voit que les choses se sont stoppées.
j'ai évoqué les avancées. Et les avancées diplomatiques. Nous avons vu Thérèse Kayikwamba à Washington, nous avons vu l'équipe qui négocie à Doha. On sait que derrière, il y a un Premier ministre qui pose des actes et qui oriente des choses. Nous avons vu même des tentatives de détournement bloquées. Prenons par exemple à la SENSAP, où il y a eu une tentative de détournement bloqué, il y a un processus derrière. On a senti qu'il y a la volonté, bien que ça tarde, et on a également senti la stabilisation de la question des écoles gratuites pour le niveau primaire. Il n'y a plus assez, de bruit comme avant. Des bruits autour de cette question-là. On sait que c'était assez compliqué, mais le gouvernement a pris ses responsabilités, c'est quand même ressaisi. Et aujourd'hui, il n'y a plus assez de bruit. Nous sommes dans un processus du PDL 145 territoires, supervisé par le gouvernement, qui est en train de construire des écoles, parce qu'aujourd'hui, un des défis majeurs la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, c'est aussi les écoles. Il y a eu plus de 5 millions d'enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école. Tous ces enfants-là qui étaient écartés du système éducatif sont revenus, et maintenant il fallait offrir des écoles. Aujourd'hui, il faut regarder la vitesse avec laquelle les écoles sont construites. Au-delà et la gratuité, nous savons qu'il y a couverture santé universelle, ça bouge, mais on maintient les caps. Il y a eu d'ailleurs une taxe là qui venait d'être insérée dans le système fiscal congolais pour soutenir davantage la couverture santé universelle. Donc il y a eu des choses qui se sont faites, bien que pas à 100%, mais on sent quand même un certain équilibre, mais qu'il fallait encore pousser les choses un peu plus loin, parce qu'il y a des faiblesses. Parce qu'il y a des faiblesses, beaucoup de faiblesses à noter. Je ne vais pas revenir sur les quotidiens, les investissements, l'emploi. Les jeunes peinent à trouver des emplois. Il n'y a pas des investissements qui impactent vraiment pour que les jeunes gens, les jeunes hommes congolais trouvent quand même de l'emploi. Il y a un sérieux problème également pour et ça, c'est quand même, on doit le dire, un passif assez lourd quand même pour ce gouvernement-là. Tout à fait, tout à fait. Et il y a également la question des entrepreneurs. On voit tous les jours comment est-ce qu'ils se plaignent. Ils ne se sentent pas vraiment accompagnés, bien qu'il y ait eu plusieurs mécanismes mis en place. Il y a eu des projets importants en faveur des entrepreneurs, mais on sent que il y a toujours quelque chose, un déclic qui manque pour que on renverse la tendance. Si on regarde les chiffres aujourd'hui, même à l'ONEM, même au niveau international, on sent qu'il y a un sérieux problème en termes d'emploi. La majorité des jeunes Congolais sont au chômage ou sont dans l'informel. Il y a eu des initiatives pour amener l'informel vers les formels, pour qu'enfin ces entrepreneurs-là puissent être accompagnés par l'État congolais. Mais on sent que ça tarde, et donc ça, c'est vraiment un passif assez lourd pour le gouvernement souminois, et on espère que dans les jours à venir, peut-être pour les prochains gouvernements, parce que selon les derniers éléments, il y aura certainement un gouvernement souminois D, et on pense que ces prochains gouvernements que les chefs de l'État voudraient voir resserrer, mais aussi d'ouverture, c'est-à-dire qu'une sorte d'union nationale. Ces gouvernements-là se tardent non pas seulement à résoudre des questions politiques avec la présence ou sécuritaire ou politique avec des opposants non armés pro-M23 AFC, ou encore avec sécuritaire avec les Rwandais, ainsi de suite, ou diplomatique, mais qu'il y ait aussi des questions sociales qui doivent être placées sur la table pour qu'il y ait quand même des solutions à des problèmes, à des défis importants actuels. Tout à fait. Alors, Igor Biwaka, le bilan de l'actuel gouvernement, on parle également de la stabilisation du taux d'échange. On évoque aussi la croissance économique qui est restée quand même maintenue à un niveau raisonnable, qui va quand même crescendo. C'est vraiment positif pour ces gouvernements qui est sortant. Positif, je dirais pas totalement positif. Pourquoi? Parce qu'on l'a relevé ici, c'est un gouvernement qui s'était fixé beaucoup d'objectifs. C'est vrai que ce sont des objectifs à long terme, n'est-ce pas, en termes de quinquennat, évidemment. Alors, si évalué à mi-parcours, je dirais, n'est-ce pas, la réalisation de leurs objectifs, c'est vrai, il y a des efforts qui ont été donc consentis, et même il y a des résultats qui ont été, en fait, je dirais, palpables, au travers, évidemment, des indicateurs macroéconomiques sur papier qui sont montrés beaucoup plus, n'est-ce pas,
résilient sur fond également du contexte de la crise sécuritaire de la partie orientale. D'ailleurs, même la Banque mondiale l'a rappelé à travers, n'est-ce pas, le récent rapport qu'il a publié sur l'économie congolaise, où il a essayé en tant soit peu, en fait, de brosser, n'est-ce pas, l'environnement, je dirais, l'atmosphère, n'est-ce pas, de l'environnement économique de la République démocratique du Congo. Et c'est vrai, il y a des défis persistants en termes, évidemment, de la diversification de l'économie nationale, des défis persistants en termes, évidemment, de l'industrialisation, n'est-ce pas, des secteurs clés comme la pêche, l'élevage et autres. D'ailleurs, il faudrait ici signaler le fait que, dernièrement, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo avait donc pu recevoir de l'Égypte quelques bateaux de pêche. Ça, c'est un exploit. Pourquoi? Parce que notre pays manquait, au fait, je dirais, des outils alors que nous avons des poissons pouvant nous permettre, n'est-ce pas, d'exercer convenablement la pêche. Pourtant, nous avons le lac le plus poissonné d'Afrique. On ne sait même pas l'exploiter. Nous avons le fleuve Congo où des poissons, comme tu l'as dit, meurent. Donc, on ne sait pas exploiter à bon escient nos réserves ou encore nos ressources halieutiques. Et donc, voyez-vous, donc il y a autant de défis que le gouvernement souminois donc devrait relever, et qu'on s'est rendu compte que par moment ils étaient dépassés par les événements. Donc, c'est-à-dire que les membres du gouvernement souminois étaient par moments dépassés par les événements. Si je le dis, c'est parce qu'eux-mêmes également ont pu donc le reconnaître, et ce n'est pas facile. Déjà, je l'avais tantôt souligné, c'est le fait que, n'est-ce pas, les ministres, le VPM de l'économie nationale s'est trouvé à Luanda, et l'objectif également de sa mission économique, c'est également d'apprendre, n'est-ce pas, de ces pays-là. L'Angola, c'est un pays, vous le savez, qui a traversé des moments critiques énormes après des guerres, etc. Mais aujourd'hui, si on regarde bien l'Angola, nonobstant en fait ces récents désordres qu'il y a eu dernièrement, mais on se rend compte que quand même c'est un pays qui a pu donc stabiliser tant soit peu son économie. Donc d'où l'importance également d'apprendre les stratégies qui ont été mises en place de l'autre côté du monde pour voir comment également les adapter dans le contexte congolais, Patrick Lumbala. Mais aussi, il y a d'autres défis, n'est-ce pas? Il y a d'autres défis liés également au système fiscal. C'est un système qu'on a toujours accusé de contraignant, très contraignant, qui ne permet pas, en fait, n'est-ce pas? La pression fiscale dans notre pays, qui ne permet pas les plus contraignantes. Voilà, déjà, là, parlant de la pression fiscale, on s'attend évidemment à une pression fiscale établie à 12,5% d'ici à la fin de l'année, d'après les données officielles, n'est-ce pas, du ministère des Finances. Et donc, j'étais en train de dire qu'ici, les systèmes fiscaux ne permettent pas, en fait, à l'écosystème entrepreneurial, n'est-ce pas, d'émerger, voyez-vous. Et donc, là aussi, c'est quelque chose, n'est-ce pas, à arranger, mais aussi il faut également voir le fait qu'il y a par moments beaucoup de flux financiers illicites qui échappent, n'est-ce pas, à l'État, faute évidemment de la normalisation. C'est même là l'occasion de saluer en fait la mise en place de la facture normalisée. On attend que, n'est-ce pas, cela puisse avoir beaucoup plus de retombées. Question de redresser tant soit peu, n'est-ce pas, l'écosystème, je dirais, économique de notre pays. Donc il y a beaucoup de défis, Patrick Lumbala. S'il faut donc les éplucher un par un, on pourra même en faire une thèse ici. Mais le plus important ici, en fait, c'est que, comme on l'a dit ici, il faudrait des projets structurants qui impactent, n'est-ce pas, le social de Congolais lambda. Vous savez, je me rabats encore sur le rapport de la Banque mondiale. Plus de 70% de la population congolaise vit en dessous, en fait, du seuil de 2,5%. Du seuil de la pauvreté, donc ils consomment 2,5 $, voulais-je dire, américains le jour. C'est inconcevable. C'est inconcevable avec tout ce que nous vivons. Donc il y a vraiment urgence d'améliorer les choses. Il y a urgence d'appuyer sur des leviers essentiels qui vont faire en sorte que, n'est-ce pas, qu'on puisse enclencher le processus de développement de notre pays au terme, évidemment, de nos richesses que nous avons ici, qu'on ne cesse de rappeler tous les jours, Patrick Lumbala. Tony Antandi Bendila, le pays retient son souffle pour l'arrivée du prochain gouvernement. C'est des coutumes dans notre pays. Lorsqu'on attend un nouveau gouvernement, on l'attend avec tous les espoirs possibles. Mais la question qu'on ne se pose pas souvent, mais à quoi doit s'atteler ce nouveau gouvernement que nous attendons tant? Bon, je crois que le chef de l'État a donné le temps. On devait avoir un gouvernement resserré, c'est-à-dire d'une taille réduite, mais aussi des larges ouvertures nationales. C'est-à-dire qu'il sera un gouvernement, naturellement un gouvernement d'union nationale, mais resserré. C'est-à-dire qu'il y aura, en fait, à mon avis, il doit y avoir des ministères, et ça a toujours posé un problème. Le vrai problème également avec les gouvernementales, c'est les caractères pléthoriques. Il y a des ministères qui ne servent quasiment à rien. C'est important sur papier, c'est important en termes de théorie. Mais
dans la pratique, ça ne sert à rien. Je pourrais évoquer, je l'ai évoqué tantôt déjà, je pourrais évoquer le ministère de la Jeunesse. Mais le ministère de la Jeunesse, une nouvelle citoyenneté, sert à quoi? Parce que nous avons le ministère... Il y a une jeunesse dans ce pays quand même qui doit, qui doit faire une tutelle, comme on dit. Bien sûr, mais il y a un ministère de l'éducation nationale qui s'occupe d'ailleurs très bien des jeunes. Les jeunes sont pris en charge par le ministère de l'Éducation nationale. Et c'est lui de l'ESU aussi. Voilà, même si on évoquait la question de la nouvelle citoyenneté, parce que là, c'est le ministère de la Jeunesse et la nouvelle citoyenneté. Mais la nouvelle citoyenneté ne peut que passer par l'éducation, s'il n'y a pas d'autres mécanismes. Mais on parle du ministère de la formation professionnelle, par exemple. Mais ça sert à quoi, le ministère de la formation professionnelle? Si ce n'est que d'entrer en compétition avec le ministère de l'Éducation nationale. Mais il y a plusieurs compétition, vous le dites. Bien entendu. Mais on a, par exemple, on a plusieurs ministères à supprimer et qui ne servent à rien. Il y a des ministères à fusionner. Par exemple, on évoque la question du ministère de l'administration. Engloutir, tout simplement. Oui, les ministères mais ça bouffe les fonds publics inutilement, les frais de fonctionnement inutilement. Les ministères de l'administration l'administration du territoire. Mais ça sert à quoi? L'aménagement du territoire. Pardon, l'aménagement du territoire. Ça sert à quoi l'aménagement du territoire? On a l'urbanisme. Voilà, il y a les affaires foncières, il y a l'urbanisme. Vous avez encore l'aménagement du territoire. On va aménager quoi alors que voilà, il y a les affaires foncières qui a dans ses prérogatives doit également aménager les territoires. On a l'urbanisme et habitat. Et puis d'ailleurs l'aménagement du territoire et l'urbanisme et habitat, les affaires foncières ne devaient que faire un seul ministère. Mais au-delà de ça, il y a également la politique de la ville, tout ça. Voilà, mais par exemple, les ministères délégués. On a un ministère délégué près les ministères des Affaires étrangères. Un ministère délégué près le ministère de l'urbanisme en charge de la politique de la ville. Un ministère délégué près voilà, du ministère délégué. Mais c'est dû à quoi tout ça? Le contexte du pays? Non, en fait, la réalité est que nous sommes dans un contexte de partage des responsabilités, de partage de postes pour les formations politiques. C'est cela justement le problème. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'en passer? Mais la loi, regardez la disposition constitutionnelle notre constitution, vous voyez, nos lois, c'est-à-dire le président de la République doit nommer, bien entendu, les membres du gouvernement et ainsi de suite. Mais ce sont les partis qui envoient parce qu'il faut respecter les quotas, parce qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale, un équilibre institutionnel à respecter. Voilà. C'est pourquoi on se retrouve dans un système où les ministères de l'économie et les commerces extérieurs sont divisés, alors que les commerces extérieurs ne pouvaient qu'être dans les ministères de l'économie nationale. On a les budgets, les finances séparés. C'est-à-dire on a créé des ministères qui sont devenus, par exemple, quasiment des ministères parasitaires, mais qui sont là parfois, qui ne servent à rien. Prenons par exemple le ministère délégué près le ministère des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap. Mais ces ministères-là délégués, ou ces départements-là des personnes vivant avec handicap ne peuvent pas être inclus dans les ministères des Affaires sociales carrément, au lieu de créer un autre ministère délégué en charge des affaires, en charge de près les ministères des Affaires sociales en charge des ministères, des personnes vivant avec handicap. Ce sont des ministères pléthoriques qu'il faudra supprimer et d'autres ministères qu'il faudra quasiment fusionner et on va avoir un gouvernement resserré, une équipe gouvernementale avec des personnes, on cherche des personnes compétentes. Il y a des ministres qui ont fait longtemps. Merci Tony. Jean-Lucien Boussa qui est toujours au gouvernement. On va pas entrer dans les considérations individuelles. Oui, mais on va parler, Igor Biwaka, des ministères à supprimer, d'autres à fusionner, d'autres à oublier carrément, comme Tony vient de le dire. Vous partagez le même avis? Vous savez, Patrick Loubala, je crois bien qu'il faudrait par moment réviser un tout petit peu la taille de notre gouvernement. Vous savez? Puisque déjà, vous vous rendez compte qu'au-delà même de voir seulement le cap des ministères, vous avez une cinquantaine de ministères que vous avez par moment, d'autres ministères qui, je dirais, se dédient en termes de missions. Tout à fait. Et il y a en fait conflit, n'est-ce pas, des missions entre tel autre ministère, ce n'est pas intéressant. Mais encore faut-il voir que dans ces ministères-là, Patrick, il y a des structures. Plusieurs structures, des structures pléthoriques. Vous avez un ministère avec 500 structures qui ne servent absolument à rien. Et on débloque beaucoup d'argent pour alimenter ces structures-là. Certains ministères, on appelle ça des agences d'exécution. Des structures qui ne servent à rien et à qui on débloque beaucoup d'argent pour alimenter ces structures-là et qui sur terrain sont
inefficaces qui n'arrivent même pas à réaliser leur mission, Patrick Lumbala. Donc, il s'impose, n'est-ce pas, en termes évidemment de perspective de ce gouvernement qui s'est dit être resserré, évidemment de réduire la taille du gouvernement. Je crois bien que c'est en fait ce qui sera fait. Pourquoi? Parce que cela a été déjà même dit par le président de la République. L'urgence s'imposait dans le Conseil des ministres qu'on devait, puisqu'il l'avait dit déjà, l'urgence s'imposait pour, n'est-ce pas, revoir même les missions, n'est-ce pas, de certaines structures étatiques et même de certaines institutions qu'il faudrait supprimer s'il le faut. Et je pense bien que c'est ce qui sera en tout cas fait dans ces gouvernements en perspective. Et la dynamique est déjà mise en place par le président de la République pour resserrer davantage ce gouvernement. Merci Tony Antoine Dibendila. Merci Patrick. Merci Igor Buaka. Merci à toi Patrick. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est terminé pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous est donc pris pour demain avec la même détermination de vous servir le décryptage de l'actualité vue de la rédaction d'Ecofin Télévision. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.